messieurs les parlementaires, monsieur le président du comité de la Légion d'honneur, chers collègues maires des communes voisines, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdames et messieurs, chers concitoyens. Le 8 juillet 1948, le président de la République, M. Vincent Auriol, nommait la ville de Saint-Malo au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, avec attribution de la croix de guerre avec palme. Vieille cité corsaire au passé prestigieux, cité résistante et martyre dont la conduite de 1939 à 1945 constitue une nouvelle page de gloire, faisant face aux coups de l'occupant, supportant avec courage et dignité les bombardements systématiques et les destructions vengeresses, offrant à la France les meilleurs de ses fils, a vaillamment résisté malgré ses ruines et ses deuils, groupant autour d'elle les communes de Dinard, Paramé et Saint-Servant, représente le type de l'agglomération qui, durement atteinte, s'est comportée magnifiquement et a lutté jusqu'au bout pour la cause de la libération. Cette haute décoration, attribuée à seulement 21 villes en France après le conflit, vient rappeler le sacrifice consenti pendant 4 ans par les Malouins, mais souvenons-nous. Les Allemands arrivent en juin 1940 et regroupent les 3 villes de Saint-Malo, Saint-Servant et Paramé sous une même entité et règlent la vie des Malouins. Saint-Malo, intégré au mur de l'Atlantique, en est un des lieux les plus protégés, avec 2 lignes de défense anti-chars et une multitude de blocos chargés de surveiller les intervalles. Le port est en effet un endroit stratégique pour les Allemands, puisqu'il permet le ravitaillement des îles anglo-normandes, seule enclave allemande dans le territoire anglais. Saint-Malo est déclaré Festung, c'est-à-dire ville-forteresse, en 1943 et doit se défendre jusqu'au bout, a dit Hitler. Le 6 août, après avoir franchi la première ligne de défense de la forteresse, la 83e division d'infanterie américaine débute le siège de la ville, appuyée par l'aviation et la marine. De violents combats ont lieu entre le 7 et le 13 pour la prise de la montagne Saint-Joseph, de Saint-Idec, puis de la Varde. Les GI continuent jusqu'à Paramé, qu'ils conquièrent et abordent l'intramuros par le sillon, balayé par les mitrailleuses placées sur la galère, la tour des Dames et la tour du Moulin. 380 hommes de 18 à 60 ans sont internés le 7 août dans le fort national. 18 mourront sous les bombardements. L'incendie de la vieille ville court depuis le 8 août, provoqué en majeure partie par les tirs d'artillerie au phosphore. Le 13, une trêve est décrétée permettant la libération des otages du fort national et des civils restés dans les caves de l'intramuros. Le 14, le 330e régiment d'infanterie donne l'assaut à l'intramuros, 70 Allemands se rendent. Contrairement à ce que croyaient les Américains, le gros de l'ennemi ne se trouvait pas intramuros, mais à la cité d'Alet, où le colonel Andreas von Hollock, commandant la place, résiste encore, malgré des bombardements et des tirs d'artillerie intensifs. Terré avec ses 600 hommes, à 14 mètres dans les souterrains de la presqu'île creusée de main d'homme entre fin 1942 et juillet 1944, qui se trouve sous nos pieds. Les bombardements sont continus. 2 assauts donnés les 11 et 15 août pour pénétrer dans les bâtiments sont non seulement sans succès, mais causent la mort de 40 soldats fauchés par le mortier, placés au centre de la cour et par les mitrailleuses situées autour. Il faudra 10 jours de bombardement sans répit, dont certains au napalm, puis des tirs d'artillerie avec des obus de 203 mm pour que von Hollock accepte de se rendre le 17 août vers 15h10. Conscient que la lutte était finie,
son armement lourd et la structure même de ses installations étant hors d'usage. Ainsi prend fin le martyre des Malouins. Cézanne résistera jusqu'au 2 septembre, puisque les institutions se remettent en place, les institutions se remettent en place, la vie reprend son cours, on déblai, reste maintenant à reconstruire. Il faudra près de 10 ans pour que notre ville retrouve son lustre d'antan. Souvenons-nous de tous ceux qui ont combattu si vaillamment pour notre liberté. Nous sommes allés ce matin nous recueillir devant les plaques du soldat Léo Brady, premier GI tué à la Cour Galant à Paramé, devant la plaque du sous-lieutenant Charlot et de Michel Herry, tué porte Saint-Vincent. Nous sommes souvenus aussi de M. Bernard Desmoulins, compagnon de la Libération, et du colonel Pouliquin, compagnon de la Libération, et qui commanda l'escadrille Normandie-Niemen. Monsieur le maire, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, du premier saut des SAS français sur Plumelec le 5 juin 1944 à la libération de la poche de l'Orient le 10 août 1945. De bout en bout, la Bretagne aura été au cœur de la libération de la France. 70 ans après, nous nous souvenons que c'est toute la Bretagne qui s'est alors partagée entre espoir et crainte. Espoir d'être délivré de la longue nuit de l'occupation. Crainte de connaître d'ultimes épreuves avant la libération. Au début du mois d'août 1944, Rienne vient de connaître une terrible bataille. D'autres villes redoutent à leur tour de connaître le même destin terrible et salutaire à la fois. Mais peu, cependant, monsieur le maire, mesdames et messieurs, ont subi ce que Saint-Malo a vécu. Le 31 juillet 1944, la 3e armée américaine est parvenue à enfoncer le front de Normandie. Soutenue par 30 000 résistants, elle a fait son entrée en Bretagne. C'est la libération de Rennes, c'est la marche vers Brest. Mais au même moment, les soldats allemands se replient sur des zones stratégiques. Saint-Malo en fait partie. Le dimanche 6 août, les premiers obus alliés tombent sur la vieille ville. Rapidement, les abords de Saint-Malo, comme la pointe de la Varde, sont pris par les soldats américains sans faire de pertes humaines. Mais c'est sans compter, pour les Allemands, que le désespoir a poussé, sans compter qu'ils se retranchent dans la ville close, la forteresse d'Alette et sur l'île de Cézanne, ultime geste d'une occupation en déroute. Dès lors, c'est un déluge de feu qui s'abat sur la cité corsaire. Dans la nuit du 9 au 10 août, 18 Malouins sont tués dans les bombardements alliés. Jusqu'au 17 août, jour de la reddition allemande, Saint-Malo aura connu un siège dramatique. Avant le bombardement final, une courte trêve aura permis l'évacuation des populations civiles qui étaient encore retenues dans la vieille ville. Autant qu'il fut possible, les frappes aériennes furent concentrées sur les positions allemandes. Mais comment distinguer, dans l'infernal amalgame de l'occupation entre le pays que l'on vient libérer et celui que les Allemands ont voulu condamner? C'est ainsi que Saint-Malo, que l'occupation avait déjà bouleversé, disparaît quasiment dans le désastre de destructions inouïes. Les Malouins n'avaient réclamé ni la gloire ni les larmes, mais peut-être conscients d'avoir été placés par le destin
au cœur d'un basculement de l'histoire, ils ont pris part à leur manière à la libération de la Bretagne et de toute la France avec une force d'âme qui n'a d'égal que l'extraordinaire bravoure des combattants alliés. Du premier au dernier jour de ce siège dramatique, les Malouins ont été tout à la fois héros et victimes de la folie d'une guerre qui devait tuer plus de civils que de soldats. Détruite à plus de 80%, Saint-Malo a relevé le défi de sa reconstruction. Elle l'a faite en remettant pour plus tard les deuils. Aujourd'hui, Saint-Malo est fier de son histoire, de ses figures, comme Gaston Buis, comme Jean Morel, l'ancien du commando Kiefer, comme le maire Guy Lachambre, qui a permis à la cité malouine de renaître de ses cendres. Je pense aussi au navire Arzénith, premier navire civil à rallier l'Angleterre, le 19 juin 1940, avec à son bord 19 jeunes sénants, unité emblématique des forces françaises, des forces navales françaises libres, dédiée au transport de munitions. Il fait aujourd'hui la fierté des Malouins grâce au travail de l'association pour perpétuer l'esprit de la liberté. Il y a 70 ans, la libération de Saint-Malo nous a rappelé qu'il n'y avait pas de liberté sans combat. Aujourd'hui, en rendant hommage aux Malouins en guerre, comme à ceux qui étaient venus les libérer, nous nous souvenons qu'il n'y a pas non plus de liberté sans mémoire pour la défendre. Dans ces années terribles, c'est grâce au courage hors du commun de nos combattants et à la solidarité extraordinaire de nos alliés que la France s'est relevée de l'abîme et a renoué avec le destin qui a toujours été le sien, celui d'un grand pays qui prend ses responsabilités devant les périls qui peuvent le menacer. Si c'est à eux, combattants et alliés d'hier, que nous devons de vivre dans un espace désormais pacifié, honorer leur combat, c'est aussi ouvrir les yeux comme ils l'ont fait sur la réalité du monde qui nous entoure. En 70 ans, le monde a considérablement changé. Mais notre ennemi commun, sous des visages différents, est resté le même. L'intolérance, le racisme, le fanatisme, la barbarie. Hier, cet ennemi terrorisait nos familles et asservissait en Europe des pays entiers. Aujourd'hui, il sème une même terreur parmi des populations amies aux portes de l'Europe. À l'égard de nombre de ces pays, nous avons une dette héritée de la Seconde Guerre mondiale. Comment, en effet, pourrions-nous rester les bras croisés alors que la liberté de ceux qui ont contribué à nous libérer hier est aujourd'hui menacée? Et ce combat pour la liberté de nos alliés dans un monde qui a rarement été aussi interdépendant, c'est aussi plus que jamais un combat pour notre propre sécurité. Des groupes armés terroristes comme AQMI ou celui qui se fait appeler l'État islamique ne se contentent pas de piller, de violer, d'anéantir des populations tout entières. Ici au Sahel, là en Irak ou en Syrie, ils prolifèrent sur la faiblesse de ces États pour chercher à atteindre l'Europe et la France. C'est pourquoi la France, comme l'Union européenne, prennent aujourd'hui leurs responsabilités en s'engageant aux côtés de nos amis ukrainiens, libyens, libanais et évidemment irakiens. Le Kurdistan irakien connaît une situation humanitaire effroyable. Je pense aussi aux chrétiens d'Irak, aux yézidis retranchés dans le mont Sinjar, en ce moment même, au nord-est du pays. Comme l'a souhaité le président de la République,
nous sommes en train d'apporter une aide humanitaire, mais aussi militaire, aux populations et aux forces qui combattent l'État islamique, car c'est désormais un péril, non seulement pour tout le Moyen-Orient, mais au-delà, pour notre propre sécurité. Mesdames et messieurs, tel est le devoir de vigilance que les héros de la libération de la France nous ont laissé en partage, ici à Saint-Malo comme partout en France. À nous de l'exercer, de nous montrer ainsi à la hauteur du combat qu'ils ont mené et qui reste, 70 ans après, d'une grande actualité. Vive la République, vive la France.